Bienvenue dans Pourquoi pas vous podcast, le premier podcast qui vous ouvre les portes de l'immobilier, sans jargon, sans pression et sans fausses promesses. Je suis Pierre Angèle, fondateur de l'agence Pourquoi pas vous immobilier, numéro 1 de l'immobilier à la Croix-Rousse. On va décrypter ensemble toutes les étapes d'un projet immobilier, avec des pros du terrain, avec des conseils concrets, une vraie volonté de rendre ce qu'on fait plus clair pour vous. Notre objectif, vous donner les clés pour que vous fassiez les bons choix au bon moment. Et pour ce premier épisode, on attaque un sujet central, le crédit immobilier. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Kevin Cohen, un courtier en prêt immobilier, avec qui l'équipe PPV travaille depuis 3 ans. Et donc, on a décidé évidemment de te poser les bonnes questions, puisqu'on est sûr que tu as les bonnes réponses. C'est un honneur en tout cas d'être invité sur le podcast pour le premier épisode en plus. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, chaque année, tu accompagnes des dizaines de particuliers dans leur dossier de gestion d'obtention de crédit. L'objectif pour nous, Kevin, aujourd'hui, c'est de présenter aux auditeurs ton métier et puis qu'ils puissent comprendre pourquoi faire appel à un courtier et quels sont les avantages de faire appel à un courtier. Alors, première question, Kevin, comment se porte le marché aujourd'hui du crédit bancaire ? Au niveau du crédit, en ce moment, ça va plutôt pas mal. En soi, on pense que, avec toute l'instabilité politique actuelle depuis plus d'un an, depuis la remontée des taux, etc., tout est catastrophique au niveau du marché. Loin de là, il y a quand même des gens qui vont se porter de l'avance sur le marché de l'immobilier. Il y en a beaucoup qui vont acheter. Et d'ailleurs, on voit un volume de transactions assez élevé même en 2025 et plus important qu'en 2024. Donc, le marché reprend bien après une légère crise, on va dire, en 2023-2024. Mais là, ça se porte plutôt pas mal. Et alors, qu'est-ce qui a expliqué la hausse des taux d'intérêt qu'on avait connue il y a une dizaine d'années à 1%? Justement, cette instabilité globale, économique et politique qui a fait que en fait, les taux d'emprunt de l'État français ont augmenté et par la suite, du tout, les taux d'emprunt, les taux de crédit immobilier, ont eux aussi augmenté. On est passé à pratiquement 4,5 l'année dernière sur 25 ans en termes de taux. Maintenant, on a la chance, ça a quand même bien baissé depuis plus d'un an. On est sur une moyenne en ce moment à 3,5 pour le moment sur 25 ans. Est-ce que 3,5, c'est un beau taux pour acheter ? En fait, c'est un beau taux par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. Forcément, c'est un meilleur taux par rapport à ce qu'on connaissait l'année dernière avec les 4,5. C'est moins bien que ce qu'on connaissait avant quand on a connu les taux à 1%. Mais en fait, il faut vraiment regarder le projet au global. Il ne faut pas forcément regarder que sur le taux. Et c'est pas parce que le taux d'intérêt est élevé, même si on peut considérer que 3,5, c'est pas vraiment élevé en soi. C'est pas parce que le taux est élevé par rapport à un taux à 1% que le projet au global est mauvais. Pour moi, il n'y a pas de mauvais moment pour acheter. C'est vraiment la cohérence du projet, le projet au global, le taux d'intérêt, l'assurance, le prix d'achat. Exactement, aussi. Parce que les prix ont baissé. Voilà, c'est ça. Quand les taux augmentent, les prix baissent. Et d'ailleurs, les prix ont quand même bien baissé, même si en ce moment, ça commence à repartir à la hausse depuis quelques mois. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir un projet au global. Il ne faut pas vraiment que regarder le taux. Bien évidemment, le but, c'est d'aller chercher le taux le plus bas en fonction de ce qui est possible, en fonction de la négociation, en fonction de tout ça, et de bien se préparer au projet. Mais il ne faut pas vraiment regarder que le taux. Il ne faut pas se bloquer sur un projet à cause du taux. Ça marche. Et alors, avec les taux d'intérêt, puisque mes clients ne sont pas très techniques, ils ont d'autres professions que l'immobilier ou la banque. Quand on parle de taux fixes, taux variables, on a aussi des taux révisables. En 2 mots, tu peux nous donner un peu la structure des taux? C'est très simple. En ce moment, c'est que des taux fixes. Il y a très très peu de banques, c'est très rare, et je ne conseille pas du tout d'ailleurs d'aller sur des taux révisables ou des taux variables, etc. Considérez que vous ayez un taux fixe, le taux ne va pas bouger pendant les 20-25 prochaines années, et la mensualité ne bougera pas, la mensualité de crédit. Quand on parle de taux, c'est très simple. Quand j'emprunte 100 000 euros auprès d'une banque, sur 25 ans par exemple, avec un taux à 3,5, la banque, elle va poser ses intérêts sur ces 100 000 euros, et au final, dans ma mensualité que je vais payer, d'ailleurs sur 100 000 euros, c'est à peu près 500 euros de mensualité que je vais payer, à l'intérieur, il y aura de l'intérêt, ce que je vais rembourser à la banque du fait de m'avoir prêté ces 100 000 euros, et du capital, c'est le montant que j'aurai emprunté. Donc sur les 100 000 euros que j'aurai emprunté, à la fin, une fois que j'arriverai sur les 25 ans, j'aurai remboursé plus à la banque parce que je leur aurais payé des intérêts. Okay. C'est aussi simple que ça. Et alors, vu le contexte d'aujourd'hui, pour un couple qui gagne moyennement sa vie, mais qui a une situation assez correcte, est-ce que c'est facile d'emprunter ou est-ce que c'est le parcours du combattant ? C'est facile si on est bien accompagné et bien préparé. Mais en fait, il n'y a pas de mauvaise passe sur le crédit immobilier, il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas eu de moment où c'était plus compliqué d'obtenir un crédit immobilier par rapport à d'autres moments. Ça, c'est totalement faux. À partir du moment où vous êtes bien préparé, vous préparez, que vous avez une enveloppe cohérente, que vous avez fait un point sur votre capacité d'emprunt, que vos comptes sont propres et que vous êtes bien préparé,
il n'y a pas de raison d'obtenir un refus. Bien préparé et bien accompagné. Donc, et bien accompagné, évidemment. Pourquoi pas Vous Immobilier les accompagne dans leur achat ou dans la revente. On gère leur projet. Et il y a cette petite partie que nous, on ne fait pas. Hein, c'est l'obtention du prêt. Et c'est pour ça que tu accompagnes nos clients. C'est ça. En fait, c'est assez simple. Il y a deux types de personnes. Les personnes qui vont faire des visites sur un bien à 500 000 et qui savent même pas combien ils peuvent emprunter, combien ils ont validé de budget avec la banque, etc. Ils savent même pas s'ils sont solvables. Ceux-là, ils ne sont pas préparés. Il y a les personnes qui vont se préparer, qui vont faire un point sur leur capacité d'emprunt en amont du projet, qui vont aller faire des visites en cohérence avec leur budget et qui se feront accompagner là-dessus. Okay. Et en fait, c'est juste une histoire de préparation. Il n'y a pas de raison d'obtenir un refus si on est bien préparé. Et tout ça, ce sera vu en amont du projet et conseillé par un courtier si jamais je les accompagne sur leur projet. Alors, on parle du courtier, mais on a tous des comptes bancaires. Et donc, on a tous un banquier. C'est quoi la différence entre un courtier et un banquier ? Un banquier, il est là pour gérer votre compte bancaire. Éventuellement là pour vous accompagner sur le développement de votre patrimoine immobilier et éventuellement immobilier sur la gestion de votre crédit, mais il fait un peu de tout. Un peu de livret A, un peu d'assurance vie, un peu de carte bleue, un peu de crédit immobilier. C'est rarement un expert du crédit immobilier. A contrario d'un courtier qui ne fait que ça. Je ne fais que du crédit immobilier et de l'assurance de prêt, mais tout ce qui touche au crédit immobilier. Et du coup, il y a une grosse différence entre ces deux entités. C'est rare, je dis pas que je veux pas dénigrer le métier de banquier, mais c'est rare de tomber sur un expert du crédit immobilier quand vous allez voir votre conseiller bancaire. Et d'ailleurs, il faut s'en méfier. Encore une fois, je veux pas faire de généralité, mais il faut s'en méfier. C'est pas parce que votre banquier, vous avez été le voir, vous lui dites, voilà, je gagne à peu près 3 000 €, j'ai à peu près tant d'apports, etc., combien je peux emprunter. Il va vous faire une simulation rapide, sans même parfois regarder des documents, vous donner une capacité d'emprunt, qui n'est pas forcément la bonne, et du coup, vous allez vous faire des visites sur la base de cette simulation-là et sur la base de cet éventuel accompagnement auprès de votre banquier avec certaines conditions, mais ça n'a aucune valeur. Peut-être que votre banquier vous a dit, vous inquiétez pas, je vous accompagne pour 300 000 €, que vous allez vous positionner sur un bien à 300 000 €, et que derrière, vous allez vous positionner sur un refus parce que le banquier aura mal fait son job derrière. Okay. Parce que le banquier va pas regarder la tenue des comptes, va pas regarder, ou en tout cas c'est rare, il va pas faire un vrai calcul d'endettement, ou en tout cas approximatif, va pas regarder le saut de charge, le reste à vivre. Il y a plein d'éléments qu'on regarde. C'est une très bonne transition. C'est quoi ton job au quotidien ? Justement, c'est d'accompagner les clients sur leur financement dans la bonne obtention de leur crédit. C'est-à-dire, je sécurise la partie crédit immobilier. Ça, c'est ma priorité, d'obtenir un accord et dans les meilleures conditions possibles. Je vais aller chercher pour eux les meilleures conditions en termes de taux, assurance, frais de dossier, etc. Donc, pour revenir juste sur la question d'avant, la différence entre un banquier et un courtier, le banquier, il ne faut pas s'en méfier parce que c'est un super accompagnateur et qu'il est là pour justement faire avancer votre projet et vous accompagner. Mais sur l'analyse de la capacité d'emprunt, sur la négociation, etc., je recommande vraiment de passer par un courtier. Un courtier, je travaille avec l'ensemble des banques du marché. Il doit y en avoir une vingtaine sur le marché. Et du coup, j'ai la connaissance de toutes les banques du marché. D'une banque à l'autre, vous n'aurez pas les mêmes taux, vous n'aurez pas les mêmes prises en compte de revenus, vous n'aurez pas les mêmes assurances, pas les mêmes frais de dossier, etc. Et donc, du coup, vous n'aurez même pas la même capacité d'emprunt. Okay. Donc, il se peut que votre banquier vous dise, vous pouvez emprunter 300 000 et que dans la banque d'à côté, avec mes connaissances, avec une argumentation différente, etc., puisse emprunter 310, 320 ou 330, voire aller chercher du surendettement ou aller chercher du surfinancement, du sans-apport sur certains projets. Il y a plein de choses qui est faisable dans l'ensemble des banques, mais peut-être que dans votre banque à vous, vous allez être bloqué. Okay. C'est pour ça que l'idée, c'est d'aller voir un courtier. On va vous conseiller par rapport à votre projet. On va vous dire, voilà, ça c'est faisable. Si vous avez ce projet-là, mettre un peu moins d'apport, emprunter un peu plus, etc. On aura la connaissance de l'ensemble des banques du marché pour justement vous trouver une solution et vous accompagner. Très bien. Vous accompagner. Alors du coup, cette valeur ajoutée que tu amènes aux clients qui cherchent à obtenir un crédit, toute cette technicité de ton travail que tu vas pouvoir mettre en avant, ça a un coût. Bien sûr. Alors moi, si je prends un crédit, je vais à la BNP, je prends mon crédit en direct. C'est pas le même coût que si je passe par toi, qui m'obtient un bon crédit dans une autre banque. Mais c'est pas le même gain non plus derrière. Déjà, c'est pas le même accompagnement, c'est pas le même gain. Il y a deux gains auprès d'un courtier. Déjà, il y a un gain de temps. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez rien à faire, à part décider sur une proposition. Donc le courtier, déjà, je vous conseille en amont, avant même la signature du compromis. Et après, derrière, une fois que le compromis est signé, je prends le dossier, je le monte, je l'argumente, je l'envoie dans plein de banques, je fais jouer la concurrence entre les différentes banques et je reviens vers vous avec plusieurs propositions. Je gère les déblocages des fonds. Vous avez rien à faire à part choisir une proposition et vous laisser faire. Donc déjà, c'est un énorme gain de temps. Vous n'avez pas à prendre des rendez-vous dans plusieurs agences avec des conseillers qui seront peut-être disponibles dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Moi, je travaille avec les pôles immobiliers en direct et ça va beaucoup plus vite. Et je travaille d'ailleurs avec que des experts du crédit, pas avec des conseillers qui ne s'y connaissent pas forcément. Premier point. Et en termes d'argent, forcément, il y a des économies à faire parce que je suis là justement pour négocier et faire jouer la concurrence entre les banques pour vous ramener les meilleures conditions en termes de taux,
frais de dossier, assurance, options du crédit immobilier qui peuvent avoir un certain coût, etc., etc. Donc au final, le gain, il est réel. Il y a un coût auprès d'un courtier. C'est des honoraires déjà qui sont dus uniquement en cas de réussite. Si demain j'ai que des refus de crédit, vous me devez 0. Je ne suis payé qu'après signature notaire. Et ce coût-là, il dépend du dossier. En fait, ça dépend du gain que je vais vous faire. Ça dépend de la difficulté du dossier, etc. Je ne vais pas me prononcer sur le podcast sur mes honoraires, mais si je vous prends, je sais pas moi, 2500 ou 3000 euros de frais, c'est que j'ai la prétention de vous faire gagner bien plus sur la négociation. Bien sûr. Alors nous, c'est vrai qu'on recommande à nos clients acquéreurs l'équipe de Kevin pour leur crédit, mais on le fait surtout pour nos vendeurs. Parce que le but de nos vendeurs, c'est que leur opération aille au bout. Et s'ils ont des acquéreurs qui ne sont pas solvables, ça ne fonctionne pas. Donc notre rôle de professionnel, c'est aussi de sécuriser l'enfinancement et d'utiliser une casquette technique. Et du coup, au niveau technique, j'ai des petites questions. On fait un peu aller-retour. Taux d'endettement, qu'est-ce que c'est ? Le taux d'endettement, c'est le pourcentage sur lequel tu vas être endetté. Les normes HCSF, donc du Haut Conseil de stabilité financière, c'est 35%. Okay. On n'a pas le droit de dépasser les 35%. Dans les faits, on peut le faire. On peut même partir sur du 37, 38, 40, 42% en fonction du dossier. Mais les banques, elles ont 20% de marge sur leur dossier pour dépasser ce taux d'endettement. Okay. La formule du taux d'endettement, c'est très simple. C'est tout le temps la même. C'est charges divisées par revenus. On prend toutes vos charges, vos futurs crédits en cours, vos crédits actuels s'il y en a, etc., divisé par tous vos revenus. Revenus salaires, revenus locatifs, etc. Et on va faire un calcul. Le truc, c'est que du coup, d'une banque à l'autre, vous n'aurez pas le même taux d'endettement, parce que pas le même taux sur le crédit, pas le même prise en compte de revenus, pas le même pondération sur les revenus locatifs, etc. C'est pour ça que c'est important d'aller voir un courtier. Donc ça, c'est le calcul de ce que je peux emprunter, d'une manière assez globale. Est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle de l'apport ? Qu'est-ce que c'est que l'apport et à quoi ça sert ? L'apport, c'est combien je vais mettre dans le projet. Souvent, je pose la question aux clients, combien vous avez d'apport et combien vous avez d'épargne. Mais ils ne savent pas ce que c'est la différence. L'épargne, c'est tout ce que j'ai de côté. Je peux avoir 100 000 euros de côté, c'est considéré comme mon épargne. L'apport, c'est ce que je vais mettre dans le projet. C'est-à-dire, si je mets 50 000 euros dans le projet, j'aurai toujours 100 000 euros d'épargne, 50 000 euros à mettre dans le projet en tant qu'apport, c'est ça mon apport, et 50 000 euros d'épargne résiduelle. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis mes 50 000, si j'avais 100 000, il me reste plus que 50 000. Okay. D'une banque à l'autre, on ne va pas vous demander le même pourcentage d'apport. Ça, c'est important. Il y a des banques qui peuvent vous demander jusqu'à 0 euros d'apport. Ouais. Et il y a des banques, la majorité des banques, vous demandez l'apport des frais annexes. En général, on compte 10%. C'est les frais de notaire, les frais de garantie bancaire, les Donc frais de dossier. Sur un projet à 500 000 euros, si je veux être crédible pour mon crédit, il faut que j'en ai 10%, à savoir 50 000 disponibles sur le compte. C'est ça. Mais après, encore une fois, ça dépend des banques. Okay. Mais globalement, c'est à peu près 10%. Est-ce qu'il y a d'autres critères que les charges de dépenses du foyer qui sont mis en avant ? Je prends un exemple, la santé par exemple. Est-ce que c'est important ? La santé, ça va avoir un enjeu sur l'assurance. En fait, quand on fait un crédit immobilier, il y a 3 étapes. La fixation des conditions tarifaires, le taux, les frais de dossier, etc. Dans quelle mesure je peux obtenir une offre, sous quelles conditions. Une fois que la condition tarifaire est actée, à ce moment-là, vos dossiers partent en instruction pour aller chercher justement l'accord. Et une fois qu'on a l'accord auprès d'une garantie bancaire, on va aller chercher cet accord au niveau des assurances emprunteurs. Et rien que sur, par exemple, la santé, si vous êtes fumeur, en fonction de votre âge, en fonction de votre profession, etc., vous aurez des mensualités d'assurance différentes, aussi en fonction des barèmes des banques. Donc ça peut avoir un impact. Okay. Mais il n'y aura pas que la santé qui va être regardée dans un crédit. On va regarder l'endettement, ça c'est la priorité. La tenue des comptes. Si vous êtes en négatif chaque mois, c'est mal parti. Si vous êtes fiché Banque de France, ça va être mal parti. Si vous êtes joueur, ça peut être mal parti. Il y a tout un tas de critères qu'on va regarder. L'endettement, la tenue des comptes, le reste à vivre. Une fois que j'ai payé mon crédit, combien il va me rester pour vivre concrètement ? Si je suis seul, célibataire, sans enfant, ça va pas vraiment avoir d'impact. Par contre, si je suis marié, que j'ai 5 enfants, s'il me reste 1 000 euros pour vivre une fois que j'ai payé mon crédit, ça va poser problème. C'est le reste à vivre. Okay. Et le saut de charge, entre autres, c'est si aujourd'hui je suis locataire à 1 000 euros, demain je vais payer un crédit à 2 000 euros. Est-ce que je suis capable d'assumer de passer de 1 000 à 2 000 euros ? Est-ce que je les mets bien de côté en ce moment ? Parce que ça peut être un critère. Okay. Et justement, quand on parlait de banquier, le banquier ne va pas forcément regarder tous ces détails-là. C'est-à-dire qu'il va regarder vite fait l'endettement. Mais si derrière vous avez un problème de reste à vivre ou de tenue des comptes, etc., ça posera problème et vous allez vous sortir avec un refus. Alors, tu as commencé à lister des éléments qui rendent potentiellement un dossier moins bon qu'un autre, un dossier fragile. Est-ce que tu peux nous citer les 3 red flags ? On a un peu évoqué, par exemple, être à découvert en fin de mois. C'est un exemple. Mais c'est quoi pour toi les 3 points qu'il faut, les 3 points d'attention pour venir te voir avec un dossier qui va aller au bout ? La tenue des comptes, forcément. Si vous êtes tout le temps à découvert, si vous avez 10 000 crédits conso, si vous êtes
joueur avec ça, les banques aiment pas trop, même si ça se défend en soi. Hein. C'est pas parce que vous avez une commission d'intervention ou une fois un agio sur les 3 derniers mois que ça va mener à un refus. Mais si vous avez des frais de rejet de prélèvement, des saisies sur les salaires, ça vous pouvez oublier. Ok, au moins sur les 3 derniers mois. Donc ça, c'est la gestion du compte. Gestion du compte. Ok. Deuxième, c'est l'épargne résiduelle. Ouais. On n'y pense pas forcément. Si j'ai 10 000 euros sur mes comptes et que je mets 10 000 euros d'apport, mon épargne résiduelle, ce sera 0. Si demain, il m'arrive quoi que ce soit, j'ai un accident de voiture, je dois réparer ma voiture, etc., je vais commencer à hésiter entre payer le crédit et payer mon intervention à la voiture. Ça peut être un motif de non-paiement de crédit et la banque, ça va tiquer. Si vous n'avez pas d'épargne de sécurité, même post-opération, ça peut mener à un refus. Ok. Deuxième chose. Et après, troisième chose, l'endettement et le saut de charge, mais ça reste à peu près la même chose. En général, c'est maîtrisé. C'est-à-dire que, pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si aujourd'hui, je suis à un loyer à 500 euros par mois et que je vais passer à un crédit, même si l'endettement est contenu, hein, un crédit à 1500 euros par mois, si aujourd'hui, j'arrive pas à mettre ces 1000 euros de différence de côté sur mes comptes, comment demain, pendant les 25 prochaines années, je vais réussir à les payer? C'est ce qu'on appelle le saut de charge. Et alors, on le voit avec toi souvent, mais des dossiers qui seront refusés par des banques en direct, et puis magie, le courtier arrive à obtenir un crédit. Ça montre bien sa spécificité et qu'il a des techniques. C'est très technique en fait tout ça. C'est un métier très technique. On peut pas s'improviser courtier. C'est pour ça que rares sont les banquiers, encore une fois, je veux pas dénigrer, mais rares sont les banquiers à être professionnels là-dessus et à être certains du financement. Je veux pas dire que à partir du moment où vous passez par moi, je vous accorde un dossier sûr à 100%. Mais en tout cas, il y aura beaucoup plus de chances parce que je vais prendre le dossier, je vais le monter, je vais l'argumenter, je vais avoir la connaissance de l'ensemble des banques du marché pour vous trouver une solution dans les meilleures conditions possibles. Okay. C'est ça le but. Alors, une question maintenant sur comment ça se passe de travailler avec toi. Je prends un exemple. Nous, on a des gens qui viennent en visite, qui aiment le produit et qui n'ont pas fait la démarche de sécuriser leur financement. Donc, on les envoie chez Kevin. Et du coup, au moment où je te les envoie, tu les appelles, ils vont t'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un premier appel découverte. Déjà, tout est totalement gratuit pour les premiers échanges, etc. Tant que j'ai pas pris le dossier, que je l'ai pas envoyé en banque, tout ça, c'est totalement gratuit. Donc, il n'y a pas de forfait à payer ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de coût. Et un premier appel, ça prend 10, 15, 20 minutes pour voir la situation, la faisabilité du dossier, etc. Donc déjà, je pose pas mal de questions et je vais essayer de voir l'ensemble des problématiques qui peuvent se poser à nous pour justement éviter ces erreurs sur lesquelles on peut se positionner sans même faire attention. Donc déjà, poser un maximum de questions, voir le dossier, donner la capacité d'emprunt. Sur la base des éléments communiqués, vous pourriez emprunter tant, on pourrait se positionner à tel montant. Et après, derrière, la personne va pouvoir commencer les visites de manière rassurée, dans le sens où il connaîtra son budget et il va pas faire des visites dans le vide. Ça va rassurer aussi l'agent immobilier qui sera derrière, il saura qu'il a été voir un courtier et que son budget est prévalidé. Une fois que le client veut faire une offre d'achat, moi je fournis une lettre de solvabilité, une lettre ultra importante qui va permettre de faciliter la négociation et de faire passer plus facilement l'offre d'achat. Derrière, vous allez sur cette lettre de solvabilité le taux d'endettement, les salaires, le montant de l'apport, etc. Tous les détails dont vous avez besoin. Ce document, il a une valeur. Ce document n'a pas de valeur légale, c'est-à-dire qu'en vrai, c'est comme une simulation, sauf que c'est fait par un courtier. Ça a plus de valeur qu'une simple simulation d'une banque. Et il y a plus d'études parce que la lettre de solvabilité, elle a été faite sur la base des documents qui auront été fournis. Donc pour faire la lettre de solvabilité et faire l'offre, là pour le coup, je demande pas mal de documents pour justement appuyer et attester de cette valeur-là au niveau de la lettre de solvabilité. Et après, derrière, je les accompagne dès la signature du compromis, recherche du financement, montage du dossier, on se fait un point ensemble, etc. Et là, ça va assez loin. Est-ce que ça arrive que ça ne marche pas? Ça arrive. Alors je sais que ça arrive puisque je t'ai déjà envoyé des acquéreurs et avec tout le bon travail que tu as pu faire, ils n'ont pas pu lever l'argent comme ils le souhaitaient. C'est très rare. À partir du moment où je donne mon go, en général... À ce moment-là, oui, mais en amont, quand je t'envoie des gens qui oui. pensent qu'ils peuvent s'endetter de temps, bien sûr, et qu'en fait, ils ont une mauvaise gestion de compte, ils n'ont pas assez d'épargne résiduelle, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. La question que je veux te poser derrière, c'est on est aujourd'hui en octobre 2025, je veux lancer un crédit et on me dit non. Est-ce que dans un mois, on va pouvoir me dire oui? Est-ce qu'on va pouvoir revenir sur une situation? Mais même dès maintenant, bien sûr qu'on peut revenir sur une situation, mais c'est pas parce que votre banquier vous a dit non qu'on peut pas trouver une solution ailleurs. Encore une fois, les taux sont différents, la prise en compte des revenus sont différentes, et ça arrive très souvent. C'est pas parce qu'un banquier dit non qu'on ne peut pas. Mais tu vas pas me dire que tous tes dossiers, tu obtiens des financements. Dans 95-98% des cas, à partir du moment où je le prends le dossier, c'est que je sais que je vais aller au bout. Ok. Donc ça, c'est important. Maintenant, quand tu disais, est-ce qu'on va pouvoir représenter le dossier? Oui, on se reprépare, on remet à jour les comptes si jamais c'était catastrophique, on remet un peu d'argent de côté pour augmenter l'apport si besoin, on se reprépare et 2-3 mois après, on peut se repositionner.
Ok, super. Bon, le podcast, il est orienté vers nos acquéreurs, hein, donc je voudrais maintenant que tu leur donnes 3 conseils pour préparer au mieux un dossier de financement. C'est un peu lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur la tenue des comptes sûrement, sur ce genre de choses, mais moi je suis un jeune couple, on n'a jamais fait ça, on est primo-accédant, et on a 1 an peut-être pour avoir des comptes un peu plus quali. C'est quoi les conseils que tu donnes pour après revenir te voir avec un dossier nickel? La priorité, le numéro un, c'est de passer un premier appel avec un courtier, moi éventuellement, hein, avec plaisir, mais c'est de faire un point sur le budget et sur la capacité d'emprunt et sur la faisabilité du projet. Je vais poser tout un tas de questions pour voir le projet au global, pour voir quelles sont les problématiques, qu'est-ce qu'on peut amener comme solution pour justement aller sur un projet et pouvoir trouver un financement. Donc déjà, c'est là le numéro un. Et dans l'idéal, ne pas aller voir le banquier, parce qu'en fait, on va regarder déjà une simulation qui vous sera donnée, qui n'est pas forcément ultra précise. Et le problème, c'est qu'en allant voir le banquier, vous ne pourrez plus retourner voir le courtier, ou en tout cas, le courtier ne pourra plus solliciter ce banquier-là derrière pendant à peu près un mois et demi. Parce que, en fait, la paternité du dossier revient au banquier. C'est un détail, mais voilà. Donc, l'idéal, c'est faites un point avec le courtier. J'aurai une vision sur l'ensemble des banques du marché. Donc, c'est pas parce que votre banquier ne fait pas du sans-apport que je ne trouvais pas du sans-apport ailleurs. Donc, premier point, c'est ça. Faites un premier point. Ça vous coûte rien, c'est gratuit. Ça dure 5, 10, 15 minutes, c'est rien du tout. Et au moins, vous aurez avancé sur la vision de votre projet. Et ça rassure l'agent immobilier et derrière le vendeur, puisqu'on a des acquéreurs qui sont préparés et qui ne viennent pas à la fleur au fusil, comme ça, poser une offre sans connaître leur financement. Et à nouveau, j'ai beaucoup de clients qui vont voir des agents immobiliers, qui font des visites, etc., sur des biens à 300 000. Vous inquiétez pas, mon banquier m'a proposé 300 000 de financement. Je les ai au téléphone. En 5 minutes, je sais que le banquier, il a oublié un leasing ou il a oublié un crédit. Ah, mais je ne lui ai pas parlé de mon crédit. Et donc, du coup, ça change tout. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, l'analyse d'un courtier, elle a en général beaucoup plus de valeur que celle d'un banquier. Donc ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil pour se préparer, essayez d'avoir une tenue de compte bonne, en tout cas. Même si en soi, c'est pas parce que vous avez une fois un agio que ça chamboule tout. Pas du tout. Et encore une fois, je vous invite à prendre ce premier rendez-vous parce que c'est là où on va se rendre compte de la réalité de votre dossier. Et troisième conseil, commencez à définir le projet. Est-ce que c'est un investissement locatif? Est-ce que c'est une résidence principale? Dans quelle région, etc. Pour voir un petit peu le marché au global. Est-ce que je suis vraiment trop loin de mon projet? Est-ce que je peux emprunter 200 000 mais la maison de mes rêves, c'est 400 000? Ou est-ce que je suis assez cohérent et est-ce que ça vaut le coup vraiment d'attendre ces 1 an? Ok. Merci Kevin. Vous le savez, hein, l'accompagnement sur un projet immobilier, c'est central. Les consultants de chez Pourquoi Pas Vous aujourd'hui sont connus comme étant des vrais chefs de projet. Et on utilise des casquettes. La casquette du crédit en est une. Donc le financement est devenu très stratégique aujourd'hui dans les projets. Être bien accompagné pour choisir un appartement ou vendre son appartement, c'est très bien. Mais pour le financer, c'est primordial. Un bon courtier, c'est pas un vendeur de prêt. C'est un facilitateur. Il est là, comme nous les agents immobiliers, pour vous accompagner. On retrouve Kevin du coup sur les réseaux sociaux. Je crois que comme PPV, toi tu es assez actif sur TikTok, Instagram, sur Facebook, sur Insta. Partout. Donc on le retrouve sur Kevin Cohen. C'est ça, Kevin Cohen IMO en fonction des comptes. Mais tapez mon nom, prénom et vous trouverez le compte associé. Bon. Alors Kevin, ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on fasse des petits cas d'école. Donc premier exemple, on a un couple, ils sont primo-accédants, ils ont 30 ans et ils ont 0 apport. Ok. Ils peuvent s'endetter de combien? Ça va dépendre de leur revenu au niveau de l'endettement et au niveau du montant de l'emprunt. Ouais. Mais en soi, s'ils ont 0 € d'apport, le projet est faisable, mais il faut absolument de l'argent de côté. Un minimum d'épargne, je dirais 5-10 000 euros. Une épargne de sécurité, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'en fait, sans cette épargne de sécurité, ça m'a mené au refus. Ouais. Donc on peut faire du sans-apport, même sur des primo-accédants ou même sur tout le monde en fait. Ouais. Sur certaines banques, il faut faire attention, mais il faut toujours de l'épargne de sécurité. Et par contre, sans apport, il faut que le dossier soit béton, c'est-à-dire que la tenue des comptes soit nickel, que le taux d'endettement, on n'aille pas au taquet du taquet, mais dans les faits, on peut les accompagner même sur ça. Mais après, je peux leur recommander de mettre un tout petit peu d'argent de côté, histoire de sécuriser le dossier. Ok. Deuxième exemple. Un entrepreneur, il est seul, il se paye 2 500 € par mois, il n'a pas d'apport, et il a eu des refus de banque. 2 pour le moment, et puis finalement, il y a une troisième qui s'appuie sur son dernier bilan, et qui lui dit qu'il va peut-être étudier un prêt. Est-ce que les entrepreneurs, et toi et moi on en est, on peut prendre des emprunts? Alors tout ce qui est entrepreneur, société, dirigeant de société, etc., faisable au niveau de l'emprunt, mais c'est minimum 3 années d'ancienneté, d'activité pour pouvoir prendre en compte des revenus, et on va prendre la moyenne des 3 dernières années de ce qui s'est déclaré. Donc s'il a qu'un seul bilan, que c'est sa première année, même si c'est un dirigeant de société qui se verse un premier salaire à 2005, ça veut rien dire. Normalement, la prise en compte des revenus, c'est 0, et normalement, ça va mener au refus.
Donc soit il y a sa banque ou il y a ses comptes pro qui peut éventuellement l'accompagner parce qu'il y a ses comptes pro et peut-être qu'il y a une porte ouverte là-dessus. Mais globalement, moi j'aurais tendance à dire on n'y va pas dessus tant qu'il n'y a pas au moins 3 années d'ancienneté et qu'on ne fait pas une vraie analyse. Ok. Mais auto-entreprise, profession libérale, etc., on peut y aller. Il faut juste bien cadrer le dossier et avoir la bonne prise en compte des revenus. Donc, si je comprends bien, un jeune couple, des gens qui ont déjà acheté 15 fois dans leur vie, un couple de médecins qui gagnent très bien leur vie, un jeune entrepreneur, au final, tout le monde peut aller chercher un crédit bancaire aujourd'hui s'il est bien accompagné. À partir du moment où il y a des revenus, il n'y a aucun problème. Prof libre, intermittent du spectacle, entrepreneur, un couple avec un seul des deux qui travaille, un couple avec 5 enfants, un couple avec des crédits conso, tout le monde peut acheter. À partir du moment où vous n'êtes pas au chômage où vous n'avez pas une très très mauvaise gestion de compte, il n'y a pas de raison. Faites un point et ça vous permet d'avancer. Si ce n'est pas sur un projet de résidence principale, ce sera peut-être un projet de résidence locative. Au moins, ça vous aura permis d'acheter quand même et d'être propriétaire, de construire votre patrimoine. Oui, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que le rôle de Kevin, c'est aussi de vous conseiller. On peut avoir des gens qui viennent te voir pour un crédit immobilier d'habitation en résidence principale, et puis ils ne cochent pas toutes les cases. Mais par contre, ils ont envie de faire quelque chose. Ils ont envie d'investir, ils ont envie de placer un peu leur argent. Et donc là, tu vas pouvoir les conseiller du coup pour faire une opération de rendement. Bien sûr. Et il y a plein de gens qui viennent me voir et me disent voilà, j'ai envie de mettre 100 000 euros d'apport parce que je viens d'avoir une succession, etc. 100 000 euros d'apport dans le projet, combien je peux emprunter, etc. On retravaille le projet ensemble, on regarde la vision dans les 3, 4, 5, 10 ans à venir, quels sont leurs futurs projets, qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement, et peut-être qu'on va retravailler l'apport, peut-être qu'on va mettre moins d'apport dans l'immédiat pour pouvoir emprunter plus, pour faire jouer l'effet de levier bancaire, garder cette épargne à la placer intelligemment dans un PEA, dans une assurance vie qui va fructifier aussi. Enfin bref, c'est un conseil au global, et en fait, il faut vraiment faire cet appel, parce que j'ai une vision globale de votre projet et peut-être que ça va changer votre vie là-dessus sur des placements, sur l'apport. Mais on change la vie des gens. Nous, on leur trouve des apparts, on leur vend des apparts et toi, tu leur obtiens des sous. On est là pour ça. Donc ça, j'ai bien compris. Je crois que vous avez bien compris quelque chose aujourd'hui avec ce podcast, c'est que ça soit le métier d'agent immobilier et aujourd'hui mis en avant le métier de courtier, on n'a rien à vendre. On est là pour vous accompagner et vous conseiller. Bah, c'est parfait. Merci Kevin pour ce premier épisode. Avec grand plaisir. Et puis je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode de PPV Podcast. Salut. Salut.